Voilà, docteur Coquet, je vous remercie. Alors la médication des enfants autistes. Les troubles du sommeil. Alors ça c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. Ça y est, vous m'entendez, je ne suis pas habitué aux scènes de rock'n'roll, je suis vraiment désolé. David, tu vas m'aider parce que tu as quelques compétences en pharmacologie et thérapeutique. Ne fais pas semblant d'être absent, s'il te plaît. Donc les troubles du sommeil, bon ça c'est vraiment quelque chose qui est archi fréquent. J'utilise la mélatonine depuis maintenant 3 ans d'une façon assez régulière, avec franchement des retours extrêmement positifs. Et je me suis rendu compte que la mélatonine non seulement pouvait être active sur des troubles du sommeil concernant le sujet qui nous occupe aujourd'hui, mais sur d'autres dysfonctionnements du système nerveux central, notamment chez des enfants intellectuellement précoces ou avec des syndromes TADA, qui ont souvent des troubles du sommeil associés, y compris chez d'autres syndromes génétiques avec troubles du système du cerveau. Et donc je pense que la mélatonine est une alternative extrêmement intéressante. En France, on n'a pas le droit de la prescrire avant l'âge de 6 ans, mais je vous dirais franchement que je ne me prive pas de la prescrire plus tôt, en surveillant tranquillement les transaminases. Et pour l'instant, j'ai jamais eu aucun souci avec ce produit. Et je viens d'apprendre il y a fort peu de temps de quelqu'un qui fait autorité dans le monde de l'autisme que, en fait, la mélatonine est utilisée depuis 30 ans aux USA et qu'on n'a encore jamais tué personne et que c'est beaucoup moins toxique que certains neuroleptiques qui sont prescrits dans notre pays avec un estampillé par la République. Allons-y, quoi. Bon. Donc, premier produit. Deuxième produit, la Ritaline, évidemment. Alors, il y a les pros, il y a les anti. Très honnêtement, maintenant, on a suffisamment de recul pour savoir que ce produit n'est absolument pas toxique. Par contre, là, effectivement, prescrire avant 6 ans, c'est un peu compliqué. Initialement, on pensait que la Ritaline était épileptogène. Elle peut l'être, mais en fait, fort peu. Le premier danger, c'est plutôt cardiaque. Donc c'est indispensable, si on prescrit de la Ritaline, de faire un électrocardiogramme, et il vaut mieux faire un électrocardiogramme qu'un électroencéphalogramme. Très récemment, j'ai vu passer 2 enfants qui sont suivis par les neuropédiatres de Marseille qui sont associés au CRA, et je n'aurais pas osé moi-même donner de la Ritaline à des gamins qui étaient sous des paquines, et j'ai continué la prescription, et il n'y a aucun souci. Et quand la Ritaline fonctionne, qu'on trouve les bons dosages et tout, c'est vraiment un apport considérable pour les troubles attentionnels, notamment chez les enfants autistes et Asperger, et même certains autismes profonds, puisque à la Frégate, plusieurs enfants bénéficient de ce traitement, et ça permet vraiment de travailler avec eux avec beaucoup plus de sérénité, quoi. Et ensuite, eh bien, nous avons tous les autres produits mis à notre disposition. Bon, le célèbre Risperdal, qui est très à la mode dans les milieux psychiatriques. Je vous avouerai qu'en arrivant à la Frégate, je me suis rendu compte que certains enfants étaient sous Risperdal avec une très bonne efficacité, mais que, évidemment, quand il y a des antécédents diabétiques dans une famille, il vaut mieux s'en abstenir, parce que maintenant, on a la certitude que ce produit, à plus ou moins long terme, va organiser des diabètes francs et massifs. Le Risperdal peut offrir aussi des inconvénients sur le plan de la puberté, avec des blocages pubertaires mais impressionnants. Donc bien que ce produit soit très à la mode, je suis très très réservé. Je pense qu'il faut le réserver dans des cadres très particuliers, notamment des agitations et quand on ne peut pas faire autrement, et sur des périodes relativement courtes. Avec l'inconvénient majeur, c'est que quand on arrête le traitement, même en prenant soin de diminuer progressivement, on a souvent un effet rebond. Mais j'ai vu des prolactinémies vraiment énormes, quoi, avec sous Risperdal. Certains gamins sont extrêmement sensibles, et donner du Risperdal sans un suivi biologique, moi ça me paraît totalement scandaleux, quoi. En tout cas, on a d'irrisperdalés, si j'ose dire, les enfants de la Frégate, et je crois qu'il y en a quasiment plus sous Risperdal. Et voilà. Donc je préfère utiliser ensuite d'autres produits.
Alors là, on a une gamme de neuroleptiques absolument incroyable. Bon, tous sont toxiques. Donc la technique, c'est minimum de prescription pour maximum d'efficacité, avec un suivi, vraiment un retour des équipes absolument indispensable. Il n'y a pas de prescription possible sans que la famille soit associée à la prescription, sans qu'on lui ait donné une information extrêmement précise sur les produits. On ne peut pas soigner un enfant sans que les parents soient au courant de ce qu'on donne, donc ça me semble capital, une information sur un médicament. D'ailleurs, les parents ne s'en privent pas, bien souvent ils sont même parfois mieux informés que nous en allant sur Internet et en discutant sur des forums avec des familles qui ont déjà eu quelques inconvénients avec des produits, ce qui peut parfois compliquer nos prescriptions de médecins, mais bon, il faut être moderne, c'est la vie, c'est comme ça, et souvent ils ont bien raison. Alors, quel neuroleptique utiliser? Bon, il n'y a pas de choix particulier, parce que vous avez certains produits qui marchent très bien avec certains enfants, d'autres qui ne marchent pas, donc il faut évaluer. Récemment, je suis revenu à un neuroleptique un peu oublié qui a très très bien fonctionné pour des stéréotypies gestuelles, avec des tics vocaux, qui s'appelle le RAP, bon, qui est un médicament totalement oublié. Sinon, le clopixol, mais alors là, vraiment, en cas d'extrême urgence, avec des grands adolescents ou des adultes déchaînés. Qu'est-ce qu'on va utiliser encore? Le Méléril, mais très peu. On n'a pas un grand choix. Avant l'âge de 6 ans, on n'a pas un grand choix. Après, il faut faire des essais, les adapter. Et toujours en trouvant le minimum, la dose la plus minimale, avec évidemment tous les correcteurs. Pour les neuroleptiques, il y a un côté aussi très casse-pied, c'est que dès que la fièvre apparaît, bon, là on peut rentrer dans des dangers physiologiques relativement importants. Bon, quand il s'agit de petites doses, c'est pas un souci, mais si on travaille avec des doses très importantes, là il peut y avoir des dangers tout à fait réels pour les sujets, quoi. C'est vraiment très particulier. Et quand la mélatonine ne marche pas, eh bien, on revient à des produits beaucoup plus basiques et très anciens, tels que l'Atarax, qui est remis très à la mode en ce moment. Le Rivotril aussi qui est utilisé, mais qui vient d'être passé dans une classe particulière sans que je comprenne vraiment bien pourquoi, puisque maintenant on ne peut plus prescrire le Rivotril sans ordonnance sécurisée et sans même que nos amis hospitaliers s'en mêlent. C'est-à-dire je veux dire, on ne peut pas prescrire sans avoir une caution hospitalière. De même pour la Ritaline d'ailleurs. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre sur ce sujet? Alors les antidépresseurs aussi, oui, les antidépresseurs. La sertraline notamment, qui est utilisée pour lutter contre les troubles obsessionnels et certaines stéréotypies. Aux USA, ils sont assez particuliers. Ils font des mélanges qu'on n'ose pas faire en France, quoi. J'ai un gamin qui vient me consulter deux fois par an, tous les ans, et qui est pris en charge par une équipe américaine de Californie. Et j'avoue que les mélanges sont assez surprenants, quoi. On peut trouver de la Ritaline, un neuroleptique, un hypnotique et même de la sertraline chez un petit bonhomme de 7-8 ans, ça les défrise pas, quoi. Je sais pas, David, toi qui connais mieux les choses. Oui. Hein, pardon? Un médicament à la fois, monothérapie. Ah bah, bien sûr, oui. Deux ou le correcteur, quoi. Voilà. Et donc, je me demandais si c'était vraiment une habitude, tu vois, d'avoir des choses comme ça, quoi. Tu peux mélanger des molécules. Alors évidemment, plus on mélange, moins on sait ce qu'on fait, quoi. Voilà. Donc, la monothérapie, ça c'est un principe vraiment de base, avec les correcteurs qu'on doit apporter pour les neuroleptiques. Voilà. Et puis après, s'ensuit aussi tous les soucis. C'est-à-dire que quand on prescrit des neuroleptiques, on peut avoir des inconvénients de constipation, on peut avoir des inconvénients, même des soucis encore plus sérieux, cardiologiques. Donc ce sont des médicaments qu'on doit utiliser en cas de force majeure, mais vraiment avec tact et mesure, quoi, avec tact et mesure. Alors, en ce qui concerne mélatonine et Ritaline, franchement, là, je pense qu'on peut vraiment prescrire en toute sécurité et je trouve une grande amélioration sur une symptomatologie définie et qui correspond à ces produits.
Voilà, après je veux bien répondre à toutes les autres questions qui vous viennent à l'esprit. Jean-Baptiste, je t'écoute. Voilà Nicolas, merci d'apporter le micro au jeune homme Jean-Baptiste, qui est au fond. Si Jean-Baptiste le permet, est-ce que je peux préciser ta particularité? Ah, oui ou non? J'ai le syndrome d'Asperger. Merci, voilà, c'est tout ce que je voulais savoir, pour savoir si on pouvait le dire par rapport à ta question. Donc je t'écoute Jean-Baptiste, tu peux poser ta question au docteur Couquet. Est-ce que les médicaments que vous donnez, ça peut faire oublier les pensées, enfin les choses qui viennent du passé Ah non, ça ne sert pas à ça, Jean-Baptiste. Pas du tout. Non, c'est pas pour faire oublier les choses du passé. Non. C'est éventuellement pour que tu sois moins stressé en face de certaines situations, moins anxieux, et puis éventuellement tu connais bien tes petits tocs idéatifs, tes petites obsessions pour les diminuer. Mais en aucun cas on ne peut effacer le passé. Mais enfin, il y a un poète latin qui a dit cette très jolie phrase: il ne faut pas que le passé soit un chien qui morde le présent. Donc, voilà, je te conseille de dresser le chien. Puisque j'en ai pas. Bah justement. Merci Jean-Baptiste. Merci de l'avoir applaudi. Nicolas, s'il te plaît, tu peux donner aux deux dames qui sont devant, là, dont une a un foulard blanc, au quatrième rang. Merci. Bonjour, moi j'ai une fille qui est tête et hyperactive, qui a 7 ans. Donc elle a commencé par la des troubles du sommeil aussi. Ah oui, bien sûr. On a commencé par l'homéopathie pour le sommeil et pour l'hyperactivité. Ça Alors, excusez-moi, j'ai oublié l'homéopathie, mais je suis prescripteur de l'homéopathie. Je ne suis pas dans la croyance homéopathique, je ne sais pas si c'est les granules qui marchent ou l'idée qu'on s'en fait. Excusez-moi, mais vous éveillez en moi quelque chose. Mais en tout cas, quand on le prescrit avec délicatesse et en expliquant à l'enfant, même à un jeune enfant, pourquoi il le prend, parfois ça marche, de façon très surprenante. Et voilà, mais parfois ça marche pas. Excusez-moi. Et donc l'homéopathie n'a pas marché. Après on a mis l'Atarax. L'Atarax a fait l'effet contraire, elle dormait encore moins. Il existe des effets paradoxaux avec l'Atarax, c'est pour ça que quand on prescrit un produit, on l'évalue. Et on l'évalue avec les parents, en premier lieu, parce que ce sont les parents qui sont en première ligne de la délivrance des médicaments. Voilà. Et ensuite on a pris Tertian. Oui, alors ça fait partie des neuroleptiques assez classiques. Elle dormait au début, et après je pense que son corps s'est habitué. Là on commence à se lever la nuit. Et là on est sur Risperdal. Mon problème c'est qu'elle a qu'un rein, elle est constipée depuis petite, et j'ai peur que ça lui abîme le rein qu'elle a. Bon, le médecin me dit que non. Et est-ce qu'il n'y a pas des tests pour donner le bon médicament, enfin, sans trop abîmer tout le reste, parce qu'à chaque fois d'essayer tous ces médicaments... Non, si vous voulez, la mélatonine est certainement parmi les moins toxiques de l'ensemble de la pharmacopée dont on dispose, quoi. J'ai essayé la mélatonine et ça arrive non plus. Oui, mais il y a une règle aussi. Il y a aussi une règle pour utiliser la mélatonine en général, c'est la règle du 3-6-9. Donc on donne 3 mg, on voit ce que ça fait sur 15 jours, 3 semaines. Après on passe à 6 mg, on voit ce que ça fait sur 15 jours, 3 semaines. Et on passe à 9 mg, enfin éventuellement parce que certains enfants restent à 3 mg, d'autres à 6. Même certaines familles, lorsque les enfants sont mélatonine sensibles, interrompent parfois les traitements et quand les troubles du sommeil réapparaissent, ils redonnent et ça marche. Donc, bon, parfois la mélatonine ne marche pas aussi. Hein. Donc à ce moment-là, on se retourne effectivement, mais vous voyez, il y a un arbre de décision. On essaie une thérapeutique, ça ne marche pas, on essaie une autre thérapeutique, et ainsi de suite. Surdoué, qui compte des allumettes ou autre, c'est pas intéressant pour nous. Nous, ce qui est intéressant, c'est de montrer ce qu'est vraiment un Asperger et que vous puissiez discuter avec lui, de voir la réalité. Voilà.
je suis vraiment heureux, ému et en même temps très fier de vous présenter Yannick et son travail. Hélas, son orthophoniste n'est pas là, Monique Tessier, mais il faut aussi la féliciter parce qu'elle a aidé Yannick dans la production littéraire, 7 pages sur le sujet qui nous préoccupe. Initialement, Yannick voulait nous faire un cours sur les traits autistiques Asperger, mais comme je pense qu'il allait faire de la concurrence à David, je lui ai dit non, écoute, tu vas faire autre chose, sinon il va pas t'apprécier. Donc il a fait autre chose. Il a repéré les symptômes d'Asperger sur les sites, enfin voilà, tout, et je lui ai dit, tu vas essayer de trouver à travers ce que tu dis là, des choses qui t'appartiennent et qui t'évoquent des souvenirs. Et donc il a travaillé mais d'arrache-pied pour produire ce texte. Nous avons laissé une syntaxe un peu fragile car le langage n'est pas l'outil de prédilection d'Yannick. L'outil de prédilection d'Yannick sont les chiffres. Et là, il est vachement meilleur que son to bit parce que moi je suis totalement nul et même un peu dyscalculique. Donc les deux font la paire. Je vais lui confier ma comptabilité, il va me confier la rédaction. Mais là, je vous jure, rien n'a été retouché. Bon, des petits endroits pour la forme, sinon tout est là. Bon, Yannick, tu veux que je reste à côté de toi, vraiment, tu es sûr? Sinon, je vais m'asseoir là et allez. C'est toi qui choisis. Allez, je reste à côté de toi et vas-y. Lance-toi. Je voulais dire aussi que Yannick, qui évolue actuellement à l'Université de la Garde, a reçu le prix de camaraderie de ses copains de faculté. Il y en a qui ont reçu le prix du Club Med, je crois, parce que lui il bosse et il y en a qui foutent rien. Quoi. Ils avaient fait, à l'issue non mais très drôle, pour The Artist, ils avaient dit bah, nous aussi on va se faire des Oscars. Donc il a eu l'Oscar de camaraderie et franchement c'était une joie pour tout le monde. Quoi. Voilà. Et bon. Je suis trop bavard, mais c'est lui qui me rend bavard. Quand on a discuté ensemble, je lui ai dit écoute Yannick, voilà, tu te rends pas compte de l'espoir que tu représentes pour tous les petits-enfants, les mamans qui viennent me voir et tout au cabinet. Et je crois que là, quelque part, ça lui a donné une force et une énergie considérable. Quoi. Voilà. Parce que lui, il est grand, hein. À quel âge 24.